C'était pas forcément dans les standards. Par contre, après, une fois que tu rentres dans les standards, que tu as la société, les bureaux, le personnel, ah là oui, ça fait bien. Ces clichés sont dangereux parce que si j'étais resté à cela, je ne serais pas épanoui. Alors que pour moi, le plus important, c'était de faire ce que j'avais envie de faire. C'est important de savoir qu'on peut changer à tout moment. Encore faut-il avoir l'oser, avoir le courage, avoir la confiance, avoir la motivation. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, je vous présente un homme avec un parcours d'une richesse incroyable. Quand François m'a contacté sur LinkedIn, j'ai compris que sa vie était riche, avec ses 6 vies professionnelles, mais j'étais loin d'imaginer à quel point. Petite parenthèse, si vous avez envie de soutenir le podcast, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous, en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je suis convaincue que nous avons tous au moins une personne dans notre entourage qui a besoin d'écouter sa petite voix. Allez, je ferme la parenthèse. François a 58 ans. Son rêve, quand il avait 17 ans, c'était d'être à la retraite à 35 ans. François est ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Son bac en poche à 17 ans, il veut aller gagner sa vie. Je ne vais pas vous détailler tout son parcours, car cela serait trop long, mais je peux juste vous dire que vous allez écouter l'histoire d'un homme qui s'est donné les moyens de réaliser ses rêves. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de François Michalon. Bonjour François. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te représenter, s'il te plaît ? Carrément, déjà, l'objet. Ouais. L'objet, c'est un objet un peu presque carré, mais enfin, il est rectangulaire. C'est un objet qui est un peu volumineux puisqu'il y a 365 feuillets dans cet objet. C'est un objet qui est bleu, qui est joli et qui, quelque part, est en relation avec ton émission, puisqu'il s'appelle La Petite Voix. Voilà. Ah, en effet. C'est un livre ? C'est un livre. C'est un livre d'Hélène Caddy. C'est un livre que j'affectionne beaucoup, de par son contenu, de par ses messages qui s'adressent à tout le monde. Le sous-titre de ce livre, La Petite Voix, c'est Méditation quotidienne. Je dirais plutôt ce sont des réflexions. Après, chacun va y trouver, va mettre comme il souhaite. Ce sont des réflexions. Et j'aime beaucoup ce livre parce que, alors, soit tu vas le prendre jour après jour, puisqu'il y a une page par jour, bien sûr, ou soit tu l'ouvres au hasard, ou tu as une question, et puis tu ouvres et tu tombes sur une réponse qui est intéressante. Et comme il y a quand même plusieurs lignes, ça prend du temps à réfléchir. C'est pour ça que moi, je parle de réflexion. Ça prend du temps à réfléchir. Et puis, ce qui est merveilleux avec ce livre, comme avec d'autres livres, c'est que tu peux revenir dessus plusieurs fois, tu peux retomber souvent sur la même page, mais à chaque fois, tu vas comprendre des choses différentes parce que, bien évidemment, heureusement, on change, on évolue, donc on a d'autres compréhensions. Donc voilà. Super, c'est ce qu'on disait avec Thomas Samut, que tu connais probablement, qui est le préparateur mental de tous les plus grands nageurs français. Mm-hmm. Et Thomas a écrit un livre qui s'appelle Un cancre dans les étoiles. Et ce que je lui disais, c'est que son livre, je l'ai lu donc il y a plus d'1 an quand j'étais en plein burn-out. Et je l'avais relu plus de 6 mois après, juste avant de l'interviewer. Ouais. Et en fait, c'est fou de voir, en effet, c'est exactement ce que tu dis, c'est que tu peux relire la même chose à 6 mois d'intervalle, t'as pas du tout la même perception, quoi. C'est absolument. Et alors, tu vois, je me permets. Page du 17 novembre. Hein, je pensais pas, et très sincèrement, je pensais pas ce matin te parler de ce livre-là. Sens-tu que tu fais partie du nouveau ? Sens-tu que tu te fonds dans le tout en parfaite harmonie ou te sens-tu gêné et mal à l'aise ? Si tel est le cas, il est beaucoup mieux d'en sortir et de trouver un autre chemin. Seules les âmes qui sont en harmonie avec le nouveau, on est en plein dedans, hein, qui veulent bien laisser tout l'ancien derrière sans regret et qui ont l'esprit d'aventure, sont prêtes pour le nouveau et seront capables d'y entrer
librement. Si tu veux encore t'accrocher aux anciennes manières et idées orthodoxes et conventionnelles, effrayé de casser les vieux moules, alors tu n'es pas prêt pour le nouveau. Cela demande courage, force, détermination et la profonde connaissance intérieure que ce que tu fais est juste. Quand tu auras mis ta foi et ta confiance en moi et que tu sauras que je te guide et te dirige, tu pourras faire tout ce qui doit être avec le plus profond amour et la plus grande joie. Voilà pourquoi j'aime cette réflexion. Après, chacun, encore une fois, va trouver ce qu'il a envie dedans. Mais je trouve que c'est fort et étonnamment, ça correspond avec ce moment. Pourtant, c'est un livre qui a été écrit par Hélène Cady. C'était un livre qui a dû être écrit il y a 40, 50 ans en arrière. Hélène Cady est maintenant décédée, elle est décédée à 90 ans. Elle a fondé d'ailleurs une communauté très importante qui s'appelle la communauté Findorm en Écosse, je crois. Et voilà, c'est le genre de message qui fait du bien et qui te dit bon, il y a que des vérités dedans. Voilà. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter de là où tu viens, là où tu es né, là où tu as grandi? Là d'où je viens du ventre de ma mère. Bon, ça c'est pas un scoop, c'est ce qui arrive pour tout le monde. Et je suis né à Grenoble il y a 58 ans. Et tout s'est bien passé. J'ai vécu une enfance heureuse. J'ai pas été battu par mes parents. J'ai été aimé par mes grands-parents aussi. J'ai beaucoup apprécié d'avoir des grands-parents. Enfance sans histoire. Quel type de petit garçon t'étais? J'étais un petit garçon. J'étais entre guillemets l'enfant modèle. Je dis ça, non pas que je m'en souvienne, mais je dis ça parce que ma mère me disait toujours, il m'arrive encore de le dire, que lorsqu'on m'emmenait quelque part, je ne bougeais pas. J'étais sage comme une image et c'était un bonheur pour eux de me sortir parce que j'étais bien. Voilà, je bougeais pas, j'étais pas turbulent, j'étais pas agité et donc c'était un plaisir de m'emmener d'après ce qu'on me disait. Donc voilà, sans histoire, quoi. Et toi, t'aimais faire quoi comme type d'activité? Comme type d'activité, waouh. Ouais, c'est ces jeux, par exemple. Enfin, je prends un exemple concret. Mon fils, son kiff, c'est les Lego. Il adore construire. Oui, effectivement. À l'époque, j'ai ma période Lego, bien sûr. C'était fabuleux. Non, je dirais comme tout bon garçon qui se respecte, je jouais aux voitures. J'avais bien sûr un garage. On dirait c'est normal, quelque part, puisque mon père était dans l'automobile et j'ai grandi dans cet univers-là. Mon père était concessionnaire automobile. D'accord. Et ta maman? Ma maman était maman au foyer, était mère au foyer. Et donc, oui, c'était les autos, c'était les copains, ça a été après les copines, enfin les fiancées, les petites copines de l'époque. Je dirais, trajectoire assez sympathique. Après passion de la musique, comment on appelait ça à l'époque, d'être DJ, enfin choses comme ça, voilà. Et quand tu avais 5-6 ans, tu te disais quand je serai grand, c'était quoi ton rêve? Alors là, très sincèrement, je me rappelle pas. Moi, je tire le chapeau à ceux qui se rappellent de ce qu'ils voulaient faire à 5-6 ans. Je sais que par la suite, je voulais être dans le commerce international, enfin faire du commerce. Par la suite, je dirais c'était faire de l'argent. 5 ans, donc je suis incapable de dire ce que je voulais faire. Ouais, tu n'avais pas des appétences particulières. Peut-être qu'il faudrait demander à mes parents, mais moi je me souviens pas du tout. T'as pas de souvenir. À part, je pense peut-être la passion pour les autos, mais ça va vient. Alors certains vont dire c'est normal, t'es un garçon. Je pense que ça vient surtout du milieu familial qui m'a nourri et dans lequel j'ai été bercé depuis tout le temps. Donc effectivement, ça m'a favorisé par rapport à ça. Ouais. Et au moment où il a fallu décider du coup du choix de tes études, comment ça s'est passé? Je dirais à la fois bien et pas bien, parce que là, à cette époque-là, j'ai eu mon bac tôt, j'ai eu mon bac à 17 ans, 17 ans, et après je devais donc faire une école automobile, puisque c'était un peu ma voie et
ma motivation aussi. Donc, j'étais inscrit à une école automobile à Paris parce qu'il faut savoir que j'ai passé une première partie de ma vie à Grenoble. Ensuite, j'ai passé une autre partie de ma vie à Vichy, dans le centre de la France, parce que j'ai suivi mes parents, et pour cause. Et puis, et de Vichy, donc je devais faire une école automobile à Paris. Et au dernier moment, j'ai réussi, à force d'argumenter, j'ai réussi à faire fléchir mes parents en disant non, je veux pas faire une école. Ce que je veux, c'est aller bosser, gagner de l'argent et faire ma vie. C'était un de mes grands leitmotifs de l'époque. Et à partir de là, mon père m'a dit, je m'en souviens encore, ok, tu veux faire ça, mais tu vas faire ce qu'on appelle, je sais pas si c'est un terme qui se dit toujours, tu vas faire le manard, c'est-à-dire que tu vas passer dans tous les services de la concession pour arriver après au commercial. Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai saisi cette chance, et puis c'est ce que j'ai fait. Donc, du coup, tu n'as pas fait d'études. Du coup, j'ai pas fait d'études. Après le bac, non, j'ai pas fait d'études. Mais, et je dirais que je suis, évidemment, avec le recul, je suis content parce que j'ai vécu une vie très, très riche, très intense, parce que je me suis confronté à la réalité de la vie. Et j'ai fait, ensuite différents métiers, puisque je devais normalement reprendre la suite, ou tout au moins travailler avec mon père dans la concession auto. On avait 3 marques automobiles. Et ça n'a pas été le cas parce que mon père a eu de très graves soucis de santé qui ont obligé à arrêter. Moi, j'étais trop jeune pour reprendre l'ensemble des affaires. Donc, ça a été vendu. Mon père s'est retiré. Et puis moi, je me suis retrouvé en disant, bon, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai eu le choix, parce qu'on a toujours le choix dans la vie. J'ai eu le choix entre 2 marques automobiles et je suis rentré comme directeur commercial dans une belle marque allemande qui m'a fait rêver. J'ai travaillé pendant 1 an avec eux et au bout d'1 an, je suis allé voir la direction. J'ai écouté, il s'appelait Gérard à l'époque, je m'en souviens. J'ai dit, Gérard, vous êtes formidable, vous êtes un bon vendeur. J'ai appris énormément, mais par contre, je vous salue, je ne travaillerai plus jamais pour quelqu'un. Parce qu'il y avait des conditions de travail qui ne me convenaient pas, parce que par moment j'avais l'impression d'être corvéable à merci, et donc j'ai dit non, pas question. Donc j'ai bossé 1 an pour eux, c'était très bien. Je me suis fait plaisir dans l'univers de l'automobile, et puis je suis parti, j'ai monté mes propres affaires. Voilà. Ça a dû être quand même super difficile, j'imagine, à l'époque, avant de prendre ce poste, de dire, bon, 1, ton papa est malade, donc forcément pas simple à gérer. Et puis 2, ton projet, ce que tu avais imaginé. Oui, ben c'est là où effectivement, c'est ce que tu dis est juste et j'ai jamais pensé comme ça. Oui, ben il faut s'adapter. Tu as le choix. Bon, il y a un pan de mur qui tombe. On me propose d'aller bosser chez des marques automobiles où je peux faire autre chose. Bon, voilà, mais je crois qu'on est tous confrontés à ça dans la vie et que même si aujourd'hui on nous dit oh, c'est dur, c'est compliqué, il y a 40 ans en arrière, c'était pareil et je pense qu'il y a 100 ans en arrière, c'était aussi pareil. Il y a toujours des aléas dans la vie et tu es toujours confronté à des choix. Donc, voilà. Ouais. Donc une fois que tu dis à ton patron que c'est fini, est-ce qu'à ce moment-là, tu as une idée de ce que tu as envie de faire après? Oui. Alors oui et non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça cogitait dans la tête depuis pas mal de temps et que je me renseignais, j'achetais tous les journaux à l'époque, des journaux pratiques où on te donnait des conseils comme il existe encore aujourd'hui. Pour te lancer dans les affaires, comment il faut faire, comment ci, comment ça, etc. Donc évidemment, j'avais tout épluché ça, mais entre ce que tu lis, ce que tu mets sur le papier et la réalité, il y a bien souvent un pont ou un viaduc. Donc, mais pour le savoir, il faut se jeter à l'eau, quoi. Il faut y aller, quoi. Et c'est en y allant que tu découvres l'envers du décor et qui est amusant, mais qui est pas toujours aussi mirobolant qu'on te l'a fait miroiter pendant X temps. Voilà. Ouais. Et donc, tu avais une idée de business en tête ou c'était plus le concept d'être entrepreneur? Non, c'était le concept d'être entrepreneur et de gagner de l'argent. En fait, c'était ça parce que j'avais comment dirais-je, un rêve sous-jacent, une motivation sous-jacente. C'était de dire, je bosse très dur parce qu'à un certain moment, je veux prendre ma retraite. Alors évidemment, quand tu dis ça,
que tu pars de zéro, de rien, on te regarde en souriant, en disant oui, bien sûr, elle est gentille garçon. Et puis c'est là où tu t'aperçois que si tu as la motivation, si tu as la niaque, si tu as un ensemble d'éléments, eh bien tu peux arriver à faire cela, puisque au terme, à 35 ans, je suis arrivé à faire ça, à changer de vie et à profiter de la vie comme je l'avais souhaité. Ça m'a demandé simplement 15 ans, 17 ans de travail à la fois intense, à la fois rock'n'roll, à la fois de prendre des gamelles, des coups, parce qu'il faut pas se leurrer. Et puis voilà, quoi. Et donc, du coup, c'était quoi ton premier business? Mes premiers business. En fait, je dirais, étant donné que j'ai eu la chance d'avoir un client qui est devenu un ami dans cette marque auto. Un jour, il m'a dit, écoute François, il avait des magasins de vêtements. Il m'a dit un jour, tu sais, si tu veux te lancer, je t'emmène avec moi à Paris, on va faire les achats, etc. Donc, pour moi, c'était monter à Paris déjà, faire les achats, enfin, c'était toute une histoire. Et puis j'ai démarré comme ça. Et je suis monté à la capitale avec lui. Il m'a emmené voir des fournisseurs. J'avais réuni quelques économies. Et puis je me suis dit, je vais me lancer dans les fringues parce que c'était quelque chose d'assez basique à l'époque. J'ai vite déchanté. J'ai fait un certain nombre de produits. Entre-temps, j'ai eu 2 magasins de vêtements, je crois, vêtements pour adultes et vêtements pour enfants. Tout ça grâce avec le soutien de cet ami. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça. Et je suis parti après faire les marchés. Et des marchés, j'en ai fait le tour très rapidement parce que c'est un peu routinier, puis on s'ennuie entre guillemets, puis il faut trouver le bon produit. Et après, je suis parti faire les braderies de France. Et là, c'était... Pour vendre quoi? Pardon? Pour vendre quoi? C'est une bonne question. Je suis parti vendre... je sais pas si... Enfin, le terme... Je suis vendre du cadre décoration. Okay. Et c'était une image... C'était ce qu'on appelait à l'époque de l'héliogravure. C'est-à-dire, c'est une image qui, en fonction de la luminosité de la pièce, change de relief. Et j'étais tombé là-dessus, j'avais adoré le produit, j'étais persuadé au début quand on me l'a vendu, c'est des jeunes qui m'avaient vendu que c'était quelque chose de fait main, jusqu'au jour où j'ai démonté le cadre, je me suis aperçu que c'était industriel. À partir de là, j'ai remonté la piste, j'ai trouvé un grossiste, j'ai commencé en vente, ça marchait très très bien. Pourtant c'était pas un produit de première nécessité comme on dit aujourd'hui, mais ça marchait bien. Et puis je me suis baladé dans toute la France vendre ça. Et puis après, j'ai voulu rentrer dans une galerie marchande parce qu'on faisait beaucoup de galeries marchandes aussi à l'époque, ça se faisait, notamment pour l'hiver. Et jusqu'au jour où un magasin m'a dit non monsieur, je n'accepte pas que vous vendiez ce type de produit parce que moi je vends du cadre décoration. Je lui dis qu'à cela ne tienne, je vous propose de vous en vendre. Donc j'ai démarré l'activité de grossiste un petit peu grâce à cela. Donc ce qui veut dire que malgré qu'il puisse y avoir des obstacles, on a toujours la possibilité de les contourner. Donc, j'ai contourné. Je suis devenu grossiste. Et puis, de grossiste, je me suis dit, non, mais on peut faire mieux. Et à partir de là, c'est là où je suis devenu, on va dire, industriel. C'est-à-dire que je suis devenu fabricant. J'ai importé toutes les matières premières. Donc, ça veut dire importer les baguettes, importer le verre, importer les gravures, investir dans les machines, des locaux, du personnel. Donc, les emmerdes, bien évidemment. J'avais des ateliers dans les centres d'aide pour le travail dans les handicapés, parce que j'avais visité les prisons, mais ça me convenait pas trop, donc j'ai des ateliers chez les handicapés. C'était un moment extraordinaire parce que eux étaient contents de partir de produits de brut et de finir, avec un produit fini, c'est-à-dire un cadre joli qui se retrouvait ensuite dans la grande distribution. Donc c'était des périodes très intéressantes et très compliqué parce qu'à partir du moment où tu passes de vente au particulier, là il y a toute une autre démarche. Donc il y a la société, il y a des employés, il y a des machines, il y a des commerciaux, il y a des clients, il y a des paiements à perte de vue. Enfin c'est une autre aventure. C'est plus la même vie. Ouais. Et à l'époque où tu faisais les marchés et où tu faisais les foires, pour avoir vu quelques reportages sur TF1 dessus, c'est des très très gros rythmes. Comment ça se passait du coup par rapport à ta vie personnelle? Ma vie personnelle, elle était un peu en comment dirais-je en exergue
À cette époque, j'étais célibataire parce que c'était un choix. C'était un choix de dire non, je ne veux pas, me fixer ou me marier. Donc, la vie de célibataire, du fait qu'elle était choisie, voulue, elle était très agréable, elle me convenait. Donc, peut-être pas forcément toujours avec mes fiancés de l'époque, mais ça s'est bien passé. Et puis, ça me permet, en fait, l'avantage qu'il y a avec cette activité, c'est qu'on est libre. C'est ça qui est, enfin, pour moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que j'avais un camion qui était aménagé et je partais, il y avait des tournées puisque les braderies étaient annoncées. Ce qui veut dire que je roulais la nuit, je travaillais le jour et c'était une vie intéressante parce que tu travailles dans une nouvelle ville, pardon, tu sais pas ce qui va se passer, même s'il y a des gens qui viennent te voir, il y a un nouveau décor, tout change. Donc, tu as une liberté d'action, de mouvement qui est absolument géniale. C'est-à-dire, à condition de ne pas aimer la routine, ça c'est sûr et certain. Mais celui qui dit non, moi j'ai besoin de rentrer le soir à 18h chez moi et que ma charmante épouse s'occupe de moi et que je mette les pieds dans les pantoufles, effectivement, c'est pas pour eux. Mais pour moi, oui, c'était génial. Et puis, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une fabuleuse école de vie. Parce que quand tu te retrouves, déjà, des fois, il fallait se battre pour avoir la place, pour avoir le droit de travailler. Ouais. Et puis, ensuite, t'as le client. Il faut vendre ton produit au client. Il faut l'intéresser. Il faut le faire en sorte que l'argent qui est dans sa poche passe dans la tienne. En contrepartie, tu lui donnes quelque chose, bien sûr. Ouais. Et comment ils l'ont vécu, tes parents, ton entourage, le fait ça a été compliqué. Je me souviens des réactions de mes grands-parents qui, très amusant à l'époque, alors, certains vont dire, mais comment est-ce possible? C'est vrai qu'avec du recul, mes grands-parents me disaient, mais c'est pas possible, tu fais comme les doudous. Parce qu'à l'époque, il y avait, aujourd'hui, on voit ça, mais à l'époque, les Noirs qui arrivaient sur le marché, parce que ils vendaient tout un tas de choses, on les appelait des doudous. Je sais pas pourquoi. Et ma grand-mère, je me souviens, ma grand-mère qui habitait au centre-ville de Grenoble, m'a dit, mais tu vas faire comme eux, etc. Enfin, c'était honteux, quoi. J'étais le vilain petit canard noir de la famille. Bon, mes parents m'ont fait confiance, ils m'ont dit, écoute, tu débrouille-toi, hein, c'est ton choix. Et c'est vrai que c'est aussi un avantage d'avoir eu des parents qui ont laissé faire. Et pour cause, il n'y a pas d'autre possibilité. Quand tu es majeur et vacciné, tu te débrouilles. Hein. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai que il y a eu des périodes de flottement qui c'était pas forcément dans les standards. Par contre, après, une fois que tu rentres dans les standards, que tu as la société, les bureaux, le personnel, là oui, ça fait bien. Mais comme quoi, du coup, le regard des autres n'est plus le même. Oui, c'est ça, mais comme quoi, c'est dangereux. Ces clichés sont dangereux. Parce que si j'étais resté à cela, bon, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais je me serais pas épanoui, alors que pour moi, le plus important, c'était de faire ce que j'avais envie de faire. Et très sincèrement, ça fait partie des années absolument extraordinaires. Parce qu'au moment où tu vends tes premiers cadres, j'imagine qu'évidemment, tu peux même pas imaginer le quart de ce qui t'est arrivé après. Non, c'est inimaginable. Mais tu sais, même si je ramène, parce que ça, c'est un souvenir, la première fois que j'ai déballé sur un marché avec des fringues, mais c'était un bazar en tout genre, hein, parce que très sincèrement, je connaissais rien à rien. Ça devait être, même si je revoyais les images aujourd'hui, je dirais, mais mon pauvre, c'est la folie. Mais bref, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on part avec une motivation et on se dit que tout est possible. Alors que quand bien même déjà à l'époque, en arrivant sur ces lieux publics de vente, on me regardait, on me disait, mais avec le look que tu as, etc., mais qu'est-ce que tu viens faire là? Mais ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'argent à faire. C'était avant. Tu sais, c'est toujours mieux avant, mais maintenant, c'est fini. Bon, soit tu vas te laisser influencer par ça, soit dire, non, ok, on y va, on verra bien. Et je me souviens, pour en revenir à ça, la première fois que j'ai fait une recette, je me souviens avoir appelé mon père, écoute, ça y est, c'est génial. C'est le début de la fortune. Je crois, je dis n'importe quoi, que j'avais dû faire peut-être 1000 francs, parce que c'était encore en francs à l'époque. 1000 francs multipliés par le nombre de jours, j'avais fait mes calculs, tu vois, ça y est. J'ai vite déchanté, très sincèrement. Mais ça fait partie, et je pense que si certains nous écoutent aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, c'est toujours la même possibilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on y croit, on y va, on fonce, et puis advienne que pourra. Ouais. Et du coup, ton objectif d'être à 35 ans à la retraite,
C'est quelque chose que tu as réussi à concrétiser? Oui, absolument. Oui, c'est. Alors, quand j'ai la retraite, enfin, oui, c'est ça. C'est-à-dire, mon objectif, c'était d'arrêter de travailler et de changer de vie. Donc, effectivement, j'ai travaillé très dur. Alors, il faut savoir que j'ai toujours plusieurs activités en même temps parce que je suis pas monoproduit ou monoactivité. Donc, en parallèle, j'ai fait de l'immobilier et en parallèle, j'ai commencé à faire du conseil parce que j'ai des personnes de mon entourage qui me disent mais c'est extraordinaire parce que ce que tu fais, ça marche, comment tu fais, etc. Donc, voilà comment a démarré le conseil. Et puis, dans la mesure où je me suis intéressé très tôt au fonctionnement de l'être humain parce que il faut bien comprendre que quand tu es dans la rue, quel que soit le temps, tu te dis, il faut que je récupère de l'argent et je dois sauver mon chiffre d'affaires. C'est indispensable. Donc, tu apprends à communiquer avec les autres et puis surtout, tu apprends à mieux, à être plus sensible, à comprendre l'autre. Et à partir de là, je me suis intéressé donc au fonctionnement de l'être humain, je me suis intéressé j'ai lu, j'ai appris, j'ai rencontré des personnes qui m'ont apporté beaucoup parce que l'échange est nécessaire et capital. Et je me suis dit bon, c'est possible. Alors j'ai fait en sorte que ça soit possible pour que à 35 ans, j'ai à la fois changé de vie et j'ai à la fois changé de région. Et t'es allé où du coup? À Paris. Et juste avant on parle de cette nouvelle vie, à partir du moment où les gens t'ont dit ok, c'est super ce que tu fais, on aimerait avoir du conseil, comment t'amènes le fait qu'en gros tes conseils ils vont, tu deviens consultant et que du coup c'est payant? Ça se passe naturellement. Alors, il est évident qu'au début, c'est pas payant, c'est gratuit parce que tu aimes rendre service et que tu rends service et que voilà, tu fais ça. Enfin, il y a des choses qui te paraissent évidentes, quoi. Et puis t'es dans une telle dynamique que les autres, ça les emmène aussi petit à petit. Et c'est pour ça qu'à partir de là, après un moment dans ta tête, tu dis, mais attends, si ça t'a fait du bien, si ça t'a rapporté, peut-être que tu pourrais me donner une contrepartie parce que ça me semble logique. Donc voilà comment ça a démarré. Et pour moi, j'avais pas dans l'idée de faire un business de consultant. Moi, mon idée, c'était plus d'être, je dirais plus dans la matière, parce que quand tu es dans cette activité d'encadrement, ça demande du stock, ça demande du personnel, des machines, des bâtiments. Tout ça, j'ai fait, tout ça, j'ai connu. Et pour moi, le conseil, c'était vraiment accessoire. Parce que à l'époque, c'était pas quelque chose de primordial. Donc, j'étais plus vraiment, on va dire, densifié matière, puisque tout ce que je viens de dire par rapport à la production, l'immobilier, c'est de la matière. Voilà. Et à côté de ça, je m'amusais et j'avais des copains. Enfin, on faisait plein de choses, quoi. Donc, à 35 ans, qu'est-ce qui a fait que tu es parti vivre à Paris? Alors, qu'est-ce qui m'a fait? Plusieurs choses. La première, c'est que j'avais fait le tour de mes activités et que j'en avais ras-le-bol. Parce que j'avais la sensation d'avoir fait le tour, si tu veux, de l'activité. Il faut savoir que donc je fabriquais, je distribuais, j'avais des commerciaux, on livrait la grande distribution, j'avais monté à côté de ça des magasins de détail, une chaîne de magasins d'encadrement. Bon, ça tournait, mais je me lassais. Et en plus de ça, étant donné qu'on était en augmentation, c'était très compliqué parce que, comme certainement aujourd'hui, de toute façon, quand tu augmentes, il faut que tout le reste suive. Et quand les banques ne suivent pas, c'est un peu rock'n'roll. Bon, donc j'ai fait ça. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ça va, j'ai fait le tour, je veux passer à autre chose. Et puis ce qui a été aussi le déclic, c'est que j'ai rencontré celle qui allait devenir la femme de ma vie, comme on dit, et qui, elle me dit, écoute, tout ça c'est bien joli, Vichy c'est formidable, etc. Elle est étrangère entre guillemets, européenne. Et elle me dit, moi, Vichy c'est bien, mais j'ai pas envie, etc. Donc elle me dit, si on fait quelque chose, on va à Paris. Je dis, ok, banco, on va à Paris. Moi, à l'époque, j'allais souvent à Paris pour mes affaires. Donc je dis, c'est génial, on va faire une autre vie à Paris. Et je suis donc parti à Paris et j'ai cédé donc mon activité l'usine, enfin avec tout ce que ça comportait. J'avais l'immobilier et petit à petit, j'ai dit ça va, j'en ai assez parce que ça devenait insupportable de gérer des fuites d'eau, des fuites de scie, des locataires, enfin bon, même s'il y avait des personnes qui s'en occupaient. Et on a changé de vie. Voilà. Et on a... Donc, du coup, tu as toutes tes activités, tu as arrêté. Oui.
Oui, j'ai arrêté. Donc, j'ai profité, nous avons profité pendant X temps. Et ça, c'est bien passé, c'était intéressant. Simplement, à un moment donné aussi, j'en ai fait le tour. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où ça devient très intéressant. Souvent, j'en parle en conférence. C'est-à-dire que j'étais persuadé, j'avais réussi, j'avais réalisé mon rêve. Et en même temps… C'était quoi ton rêve? C'est ça, c'était d'arrêter et de profiter, de faire autre chose. Okay. Mais simplement, j'étais persuadé que, ayant bien réussi, quand je voulais, je faisais ça et je repartais. Et c'est là où c'était plus compliqué. Parce qu'à un moment donné, bien sûr, je me suis dit, bon, j'étais toujours en contact avec différentes personnes, j'étais sollicité aussi pour différentes demandes d'aide, enfin de consultation. Mais bon, j'attachais pas trop d'importance, mais persuadé, encore une fois, que quand je voulais, je repartais dans l'action. Et c'est là où, à un moment donné, à plusieurs fois d'ailleurs, je me suis dit, bon allez, je me relance, je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'est là où j'ai vu, waouh, la difficulté. C'est-à-dire que l'image que je donne très souvent, pour moi, la vie, c'est un torrent, c'est un fleuve, un torrent qui va très, très vite. Le but, c'est d'arriver à rester dessus, de surfer sur ce torrent. À partir du moment où j'ai décidé de sortir, c'est-à-dire de me mettre sur la berge et dire, bon, ça va, je regarde passer, je profite. Il m'a dit, ok, tu fais ce que tu veux. Mais en me retrouvant sur la berge, j'étais persuadé que, encore une fois, je faisais ça et je repartais sur le courant. Eh bien, j'ai fait ça plusieurs fois, mais simplement le courant était tellement fort et que moi, je n'étais plus adapté. Eh bien, j'étais renvoyé sur le côté. Et ce qui veut dire que là, tu te prends quand même, enfin, je me suis pris des périodes de doute, en disant, mais comment ça se fait, comment est-ce possible? Moi qui suis bon, etc., à chaque fois. Donc, l'ego, évidemment, en prend un coup. Enfin, tout en prend un coup. Et on peut se poser des questions. Et dans certains cas, on peut très bien aussi ne plus jamais repartir. Et ne plus jamais repartir et même s'abîmer. Parce que perte de confiance, perte de ci, perte de ça, etc., etc. Alors que j'avais traversé tellement d'expériences, je pensais pas en arriver là. Et la chance, je dirais, parce que la chance, pour moi, elle est importante et elle existe. La chance, c'est que une de mes relations de l'époque me dit, mais écoute, François, t'as une bonne tête, t'as du réseau, t'as ci, t'as ça. Peut-être que tu devrais faire dans la finance. Je dis, la finance, j'ai pas fait d'études pour la finance. Non, mais t'inquiète pas. Je vais te former, on va apprendre, etc., etc. Donc, j'ai dit, OK, j'ai joué la carte de l'humilité. J'ai commencé au bas de l'échelle à faire du phoning, des rendez-vous. J'ai appris, très intéressant. Et puis bon, de fil en aiguille, j'ai trouvé ma voie dans un domaine de finance. On a monté une affaire financière que l'on a revendue quelques années après. Et j'ai fait, donc, ça m'a remis le pied à l'étrier d'être à nouveau dans la vraie vie et de trouver quelque chose qui me convienne. Parce que ce qui est important, c'est de trouver ce qui convient. Et c'est de retrouver quelque chose qui a du sens. Et puis, en parallèle de ça, je dirais mon côté entrepreneur a repris. Et je me suis lancé dans l'édition de livres. Juste, je te coupe avant qu'on parle de l'édition. Comment tu as vécu le fait, toi qui disais je ne veux plus jamais travailler pour quelqu'un, le fait du coup de repartir dans la finance, donc en bas de l'échelle, plus d'avoir un manager? Oui, alors je l'ai vécu. Alors effectivement, je l'ai vécu. L'avantage, c'est que je n'étais pas salarié, j'étais indépendant, toujours. Mais certes, j'avais des comptes à rendre. Certes, j'avais quelqu'un au-dessus de moi qui m'a appris, qui m'a conseillé, parce que si dans la vie, j'ai eu encore une fois, je vais dire, la chance d'avoir un certain nombre de personnes, de mentors qui sont venus au bon moment, qui m'ont appris, qui m'ont expliqué, qui m'ont transmis des valeurs, des connaissances, des savoirs, des clés importantes, qui m'ont nourri, que j'ai intégré et qu'aujourd'hui je me sers. Donc, effectivement, il faut faire preuve d'humilité, dire, OK, je sais pas, quelqu'un va m'apprendre. Et je pense que la vie fonctionne comme ça, parce qu'on ne peut pas tout savoir. À moins de se dire, on rentre dans un univers professionnel et on va y rester toute sa vie, on va finir par être le meilleur, mais on va être spécialiste de quoi? Et aujourd'hui, c'est inconcevable. Aujourd'hui, on ne fait plus sa vie dans un même domaine. On sait qu'on va devoir changer 5-6 fois. Moi, si je regarde mon parcours, j'ai changé X fois et je changerai encore
notamment du fait parce que je suis entrepreneur. Donc, c'est indispensable. Ouais. Et du coup, c'était quoi comme tu disais la finance, c'était quoi comme type de métier? Moi, j'étais dans tout ce qui était crédit hypothécaire. Ok. Voilà. Donc c'était une niche. Pardon? Une niche. Oui, absolument. Oui, c'était une niche. Alors évidemment, avant j'ai fait du placement, j'ai fait tout ça. Mais comment dirais-je? C'est un métier qui a énormément évolué maintenant, notamment grâce à tout ce qui est numérique, etc. Mais c'est un métier qui est très particulier parce qu'il faut arriver à lire entre les lignes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me verrais pas repartir là-dedans parce qu'il y a tellement de petites lignes à lire pour lire, à la fois pour le client depuis le client, il y a eu des nouvelles réglementations, le client est protégé. Moi, j'ai connu la période où le client était beaucoup moins protégé. Il y a des textes de loi qui sont passés pour protéger, trop protéger, peut-être même le client. On s'est retrouvé avec, on est devenu à faire énormément de paperasserie, soi-disant pour protéger le client, pour la traçabilité de l'argent. Enfin, c'est devenu un peu une usine à gaz, c'est-à-dire que le biais administratif a pris le dessus. Mais c'était une bonne période intéressante parce que, encore une fois, je m'adressais à l'être humain. Et quand on s'adresse à l'être humain, l'argent est quand même un sujet assez fort. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, ce qui est amusant, les gens ont travaillé très dur pour gagner de l'argent, très dur pour l'économiser. Et évidemment, quand on économise, c'est un peu ton bébé et tu te dis, bon, où est-ce que je vais le mettre? Je veux pas perdre, etc. Et ça pose d'énormes problèmes. Certains avaient de l'argent et ça leur posait d'énormes problèmes. Parce que comment est-ce que je vais gérer? Est-ce que ça va me rapporter? Est-ce que je vais perdre? Combien je vais perdre? Il y a des personnes qui ne vivaient plus. Et ça, c'est très intéressant à constater. D'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous avez de l'argent, quel que soit le montant, parce que tout est relatif. Pour certains, 1000, c'est de l'argent. Pour d'autres, 1 million, c'est l'argent de poche. Mais on peut constater qu'à tout moment, dire, mince, est-ce que je vais le perdre? Est-ce que je vais pas le perdre? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où, encore une fois, expérience de vie très intéressante. Ouais, t'as beaucoup appris. Ah oui. Et donc, du coup, l'étape d'après, ça a été l'édition. Alors, c'est pas l'étape d'après, c'est l'étape en même temps. D'accord. Parce qu'en même temps, je me suis lancé dans l'édition. J'avais repris également le conseil, parce que ce qui était intéressant. Et ce qui est très intéressant, parce que souvent, on me disait, pour des clients que je connaissais, on me dit, mais je ne comprends pas, comment faites-vous? Vous êtes à la fois dans le conseil financier, vous êtes dans le conseil humain, et vous êtes aussi dans l'édition. C'est très simple. Si vous regardez les trois, au milieu, il y a l'être humain. Parce que d'un côté, je m'occupais de l'avoir, avec le côté financier. De l'autre, je m'occupe de l'être, sur le plan développement personnel. Et puis de l'autre, de temps en temps, il y avait des chemins qui se croisaient parce qu'il y avait des parcours de vie qui étaient intéressants à publier, à raconter, ou tout au moins il y a un côté transmission dans l'édition, il y a un côté transmission d'expérience qui est intéressant. Donc voilà. Et tu t'es pas cantonné à créer une maison d'édition, tu en as créé 3? Évidemment, tant qu'à faire. Oui. Enfin, on dit jamais 203, c'est ça? Oui, je sais pas jusqu'où ça va me mener, mais j'ai créé une première marque d'édition et puis quelques temps après, j'en ai créé une deuxième parce que c'était pour des questions de réseau de distribution. Ça aussi, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas et l'édition c'est lourd, c'est très très lourd. C'est lourd, c'est prenant, c'est chronophage et on n'est pas, comment dirais-je, sur un plan financier, de toute façon ça se saurait, sur un plan financier, c'est pas avec ça qu'on va finir millionnaire. Ça, je n'y crois pas. Et en plus de ça, l'actualité nous le démontre. Maintenant, c'est riche parce que c'est riche sur le côté rencontre humaine, c'est riche parce qu'il y a de la transmission, c'est riche parce qu'il y a de l'affect, il y a une rencontre avec le public. C'est intéressant parce qu'on part d'un produit brut qui est écrit par un auteur qui, cet auteur, des fois, il a mis sa vie à écrire ça. Et puis, on arrive à un produit fini. Mais par contre, c'est là où ça devient compliqué parce que pour un auteur, c'est aussi son bébé, il se livre. Et tous les auteurs s'imaginent qu'ils ont écrit la 8e merveille du monde. Donc tous
quand ils arrivent vers toi, quand ils te proposent un manuscrit, quand ils te l'envoient, ils te disent, mais vous allez voir, vous allez faire un malheur avec ça. Remerciez-moi déjà à l'avance. Et l'auteur oublie bien souvent que son œuvre n'est pas forcément la meilleure. Je ne parle pas sur le style, mais forcément la meilleure dans le contenu. Un auteur oublie bien souvent que aujourd'hui, il y a 300 nouveautés par jour qui sortent chez un libraire, enfin qui sortaient en 2020, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il y a 300 nouveautés qui sortent et qu'un auteur inconnu, même s'il a une très belle histoire, même s'il a une belle plume, ça va être très compliqué pour qu'il se retrouve à faire le journal de 13 heures. Donc, il faut lui retirer un ensemble d'illusions tout en continuant à le faire avancer. Donc, il y a un côté conseil aussi, mais c'est fastidieux, très fastidieux. Ouais. Et dans les trois maisons d'édition, il y en a une que tu as créée qui a un concept très novateur, qui est le livre public. Oui, absolument. Ça, c'est je dirais, le dernier bébé qui est, à mon sens, le plus intéressant. Parce qu'il est totalement adapté à l'air du temps. Comment dirais-je ? L'édition classique est intéressante, mais je disais tout à l'heure, elle est trop lourde. Et moi qui, en termes de conseiller dirigeant, je prône la légèreté. Toujours, c'est très important. Or, si on regarde aujourd'hui l'édition, c'est un cheminement qui est trop lourd. Pourquoi ? Parce que vous avez l'éditeur, vous avez l'auteur et l'éditeur. L'auteur, il arrive, il nous fournit un texte, si on le prend, on va travailler son texte, on va faire la couverture, on va faire la mise en page. Ensuite, on va faire en sorte de le présenter aux commerciaux, c'est-à-dire aux distributeurs. Les commerciaux, ce sont les commerciaux qui vont aller visiter les libraires. S'ils ne vont pas les visiter, ils vont faire le travail de mise en relation avec les libraires en disant, toi, libraire, voilà pourquoi tu dois acheter ce livre. Et simplement, le libraire, encore une fois, il a 300 nouveautés par jour. Donc, c'est très compliqué. Je parle uniquement de nouveautés, plus ce que l'on appelle le fond. Donc, une fois que le commercial va visiter le libraire, les commandes sont prises, les livres sont imprimés et sont envoyés chez le distributeur. Le distributeur, c'est lui qui stocke et qui va livrer Fnac, votre librairie du coin, etc. Donc, il y a toute une chaîne du livre qui est très lourde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'édition, votre livre arrive en librairie si le libraire veut bien le commander. Le libraire commande votre livre, il ouvre les cartons. Et au dernier moment, il va dire non, ça ne me plaît plus ce livre. Je referme le carton. Je ne vais pas le mettre en exposition. Pourquoi ? Parce que il a un droit de retour. Si le livre, ça ne lui plaît pas, de suite, ou si ça ne lui plaît plus, ou qu'il n'en a pas suffisamment vendu au bout de 6 mois, 1 an, même 2 ans, le livre, il le retourne au distributeur qui nous le retourne. Donc, on est obligé de rembourser le livre. Et c'est là où c'est très compliqué en termes de gestion et c'est très lourd. Donc, ça, je dis, je n'en veux plus. Et on va changer autrement. Et avec un imprimeur français qui doit être le 2e ou le 3e, on a mis en place un concept qui est le livre public gratuit qui se partage. Le livre, il est offert. Le lecteur n'a plus besoin de l'acheter, il n'a plus besoin de mettre 15 ou 20 euros, c'est cadeau. Le livre ne sera plus en distribué comment ? Ah oui, il faut que quelqu'un le paye, ça je suis bien d'accord. Non, alors le quelqu'un le paye, on en parle après, mais du coup, il est distribué comment ? Alors, je fais appel, on fait appel avec l'auteur, on fait appel à ce que j'appelle un partenaire financier. C'est-à-dire que ce partenaire financier va dire, effectivement, tiens, la cause, elle est belle, à savoir de permettre la lecture au plus grand nombre, de partage de connaissances. Eh bien, je vais rentrer dans cette idée, dans ce projet, et dans ce cas-là, le partenaire apparaît sur la première de couve parce qu'il y a un concept pour le livre, il y a une identité graphique, et le partenaire financier apparaît sur la première de couverture comme si c'était lui l'éditeur. Le partenaire financier est dans le livre au début, c'est-à-dire qu'il explique pourquoi il participe à cette aventure. Et puis à la fin du livre, ce qui est très intéressant et novateur, c'est qu'il y a une dizaine de pages où est indiqué « j'ai trouvé le livre à tel endroit, voilà ce que j'en pense ». C'est-à-dire qu'on a repris le principe du book crossing. Le livre, tu le lis, tu le laisses quelque part, on va dire un bar, un restaurant ou sur un banc où tu donnes à quelqu'un et le livre poursuit sa vie. Parce qu'un livre, c'est fait pour être partagé. Donc, chacun va mettre son commentaire. Plus de ça, il y a sur les réseaux sociaux, on peut suivre le livre. Et ça marche bien parce que ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, il y a un partenaire financier qui dit « OK, on y va ». Et puis, on sait le nombre d'exemplaires que l'on va imprimer, éditer. Et c'est le partenaire financier qui reçoit les livres, qui ensuite va les distribuer.
Alors, si c'est une banque, par exemple, il va offrir les livres en interne à son personnel parce que ça va être un sujet de réflexion. S'il veut, il l'offre en externe à ses clients. Donc, c'est un outil de communication, c'est un outil de transmission de connaissances qui est valorisant pour la société, pour le partenaire financier, qui est valorisant pour l'auteur, parce que l'auteur est réellement imprimé, diffusé, distribué à 1000, 2000, 5000. On a fait une opération il y a quelques temps en arrière avec 5000 exemplaires. Donc, tout le monde est content. C'est ça qui fait. Et puis l'auteur sait combien il va être rémunéré de direct. Absolument. Et puis surtout, l'énorme avantage, c'est que dans le mois de livraison auprès du partenaire financier, tout le monde est payé. On n'a pas besoin d'attendre 1 an, 2 ans, comme il se fait dans l'édition, pour dire oui, mais on attend parce qu'on a livré tant, mais il y a tant qui revient, etc. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'auteurs, et je les comprends, qui se plaignent. Oui, mais c'est pas clair, c'est opaque. Parce que c'est compliqué. Peut-être qu'on arrivera à faire autre chose. Moi, le livre public, c'est une autre variante. Je ne dis pas que c'est l'avenir du livre, mais l'avantage, c'est que un livre est cher. En finalité, un livre est cher. Parce qu'un livre que vous achetez 15 ou 20 euros en librairie, vous retirez déjà 65% du prix du livre qui part au libraire, diffuseur, distributeur. Donc, si on veut synthétiser un livre à 10 euros, vous retirez déjà 6,50 euros. Il reste 3,50 euros avec lequel il faut payer l'auteur, l'éditeur, l'imprimeur, la mise en page, etc. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Donc, de temps en temps, il faut une embellie, il faut un best-seller, mais ça n'arrive pas tout. C'est un peu comme le tirage du loto. Hein. Ouais, ou comme investir dans des boîtes. Oui. il y en a, je sais plus quel pourcentage qui se casse la figure, et il y a là licorne qui décolle. Et alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce qui est d'autant plus compliqué, c'est qu'il y a quand même de l'humain. Et l'auteur, il se dit, ça y est, je suis publié. Donc, il croit que d'un seul coup, ça va être extraordinaire. Moi, j'ai passé mon temps à le faire redescendre. Je dis, attention, oui, tu as fait, mais le plus important, et c'est là qu'il faut, et j'essaie de choisir des auteurs qui soient de bons communicants, parce qu'un auteur qui a un réseau, on gagne déjà du temps. Parce qu'il a son réseau, et ça va permettre de placer, de vendre ses livres et d'asseoir déjà son livre. Mais un illustre auteur, des personnes qui va, oui, dans sa famille, il va peut-être en vendre 50. Et après, très compliqué. Ouais. Et c'est un grand débat en ce moment sur les personnes qui écrivent des livres entre l'autopublication, notamment via Amazon, et le fait de passer par une maison d'édition. T'en penses quoi, toi? J'en pense que tout est bien. Ça a le mérite. Alors, l'auto-édition a le mérite d'exister et a le mérite de permettre à tous ceux qui ont écrit quelque chose, plutôt que d'être frustrés et de laisser le manuscrit dans le tiroir, de dire j'existe. J'existe parce que Amazon permet cela. C'est bien, mais il faut pas oublier que c'est pas suffisant parce que, encore une fois, même si vous publiez votre livre en numérique, c'est pas vraiment un livre. C'est-à-dire que demain, aller quelque part, dire tiens, j'ai fait un livre. Ah oui, tiens, il est où ton livre? Ah ben, il est en numérique. Après, avec Amazon, tu peux l'imprimer. Alors, effectivement, maintenant, on peut l'imprimer et c'est pas mal. Donc, moi, je dirais oui, c'est une bonne formule pour démarrer. Maintenant, les libraires ne vont pas forcément connaître le livre et ne vont pas le vendre parce qu'il ne sera pas référencé en librairie bien souvent. Et puis, c'est le parcours du combattant parce que, encore une fois, il faut vraiment promotionner votre livre. Alors, combien y a-t-il de livres qui sortent sur Amazon ou sur les plateformes à la demande? Énormément. Et je le sais puisque j'ai un de mes auteurs, on s'était mis d'accord, il m'a dit écoute, est-ce que tu es d'accord? Moi, je m'occupe d'Amazon, je vais le publier sur Amazon et toi, tu le fais en version. Je dis ok. Il a fait une excellente communication. Il m'a dit tu vas voir les étudiants, les ci, les ça, etc. Mais il en est revenu. Hein. Alors, je ne dis pas que ça soit pas bien, ça a le mérite d'exister, donc faites-le. Mais comme de partout, vous allez trouver des personnes qui disent « Oh, j'ai essayé, je suis pas content ». Vous en avez d'autres qui vont dire « Mais j'ai été publié chez un grand éditeur, je suis pas content parce que j'ai pas été considéré ». Vous trouverez toujours des déçus et des heureux. Le plus important, c'est de faire l'expérience. De toute façon, rien ne vous empêche. Si vous avez écrit un livre, envoyez-le aux éditeurs. Après, vous allez bien voir. Mais sachez qu'on est tellement enseveli sous la demande que de temps en temps, c'est hop, il y en a un qui sort, oui, c'est bien, ou que ça marche aussi beaucoup par le réseau relationnel.
Mais rien n'est jamais gagné par avance. Et puis encore une fois, vous avez d'illustres inconnus qui sont sortis et qui ont explosé les compteurs. Donc, ce que je dis est à la fois vrai et à la fois faux. Ouais. Il y a des contre-exemples. Absolument. Que d'ailleurs il y en a pas mal. Il y en a pas mal. J'ai interviewé trois auteurs dans le podcast. J'ai interviewé Sophie Astrabi qui elle a pas eu le courage. Je reprends ses mots, d'envoyer après avoir écrit son livre, d'envoyer ça aux maisons d'édition parce qu'en fait son objectif c'était d'écrire un livre et pas d'être publié. Ah oui. Et puis 2 ans après, son mari lui a dit non mais attends c'est vraiment trop bête, t'as ton manuscrit, mets-le au moins en auto-édition. Et il a cartonné. Du coup, elle s'est fait repérer par une maison d'édition. Ouais, c'est ça. Et donc maintenant, elle est éditée. Mais oui, c'est super intéressant. Et toi, tu as aussi écrit un livre sur le burn-out, notamment. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire et pourquoi ce sujet? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai écrit 2 livres. J'ai écrit un livre il y a très longtemps, il y a au moins 15 ans ou quelque chose comme ça, qui n'est plus disponible aujourd'hui, heureusement, parce que j'aime pas le titre, j'aime pas la couverture, je n'aime pas la mise en page, mais par contre, le contenu est bon et on m'a dit dernièrement, ça fait déjà pas mal de temps, on m'a dit tu devrais le ressortir, formuler, etc. J'avais écrit un premier livre qui s'appelait Les meilleures astuces pour réussir sa vie. C'était un peu présomptueux et pompeux comme titre, mais je donnais déjà un certain nombre de clés de réflexion. Donc, ça, c'était il y a 15 ans en arrière. Et mes clients de l'époque m'ont dit, mais c'est génial parce que c'est un livre qui est pratique, qui est intéressant. Et puis après, le temps est passé. Et je me suis occupé de quelques clients qui étaient en situation d'épuisement, de charge mentale, puisqu'aujourd'hui on parle de ça, qui étaient en situation de burn-out. Je dirais qu'à titre personnel, j'ai connu cette expérience il y a très longtemps, au temps de ma deuxième partie de vie, parce que j'ai eu un certain nombre de contrariétés, de problèmes dans ma société. Et je pense que le terme n'était pas, à l'époque, on connaissait pas burn-out, mais je suis passé avec cela et je pense que c'est à cause de cela, à cause de ce stress violent dans lequel j'étais pour différentes raisons, que je me suis récupéré un diabète que j'ai toujours. Ouais. Je m'en suis bien sorti en finalité parce qu'il y en a qui s'en sortent plus difficilement. Mais donc, j'ai connu aussi, j'ai fait cette expérience-là. Et pour en venir au livre que nous avons écrit avec mes 2 amis co-auteurs médecins, Burn-out, le vrai du faux, on a écrit ce livre parce que une fois avec le docteur Ali HDI, on s'est retrouvé à une émission et puis on a parlé du sujet et on a dit mais c'est intéressant, on a un bon feeling, on s'entendait bien. Et on s'est dit, on devrait écrire quelque chose. Et puis, sur ces entrefaits, je fais la connaissance de Alain Delabo, le père de la chrononutrition, donc lui, hyper connu, médecin, qui a vendu plus de 1 500 000 bouquins chez je sais plus chez quel éditeur, mais médecin toujours en activité. Et je le croise dans un ascenseur, on discute, et puis de fil en aiguille, il était en mauvais état, si je puis dire, et je m'occupe de lui. Et il voit les résultats, étonné, et quelques temps après, effectivement, il dit heureusement que je t'ai rencontré parce que tu m'as sorti de mon burn-out. Il était très très mal parti parce que c'est un monsieur hyperactif et je l'ai sorti de là. Et en même temps, Alain, père de la chrononutrition, je pense que certains connaissent, je discute avec lui et Alain, il me dit comment tu te nourris, quoi. Je lui explique et tout, persuadé encore une fois que je faisais tout bien, que je détenais la vérité. Il me dit, mais mon pauvre, tu es en train de te suicider de la manière dont tu manges, c'est pas ça, etc., etc. Donc, je suis tombé de ma chaise. Et puis, au bout de quelques temps, j'ai appliqué sa méthode, entre guillemets. Ouais. J'ai trouvé très intéressante et d'autant plus intéressante que souvent j'en parle et que j'interviens dans ces émissions régulièrement. Et de là, j'ai pris conscience également de l'importance de la nourriture. De la nourriture, parce qu'il y a différentes qualités de nourriture, il y a différentes manières de se nourrir, et qui est très importante. Et à partir de là, j'écoute, ça serait sympa que tous les 3, on fasse un livre. Alors, c'est pas un livre technique, c'est pas un livre scientifique, c'est un livre, je dirais, j'ai pas voulu le faire exprès épais, parce que j'aime pas les livres qui sont épais, à part la petite voix, mais j'ai voulu faire un livre très simple d'accès, pour démystifier un petit peu tout ça, où chacun de nous allait donner son point de vue, son expertise, des conseils pour s'en sortir.
ou pour éviter le burn-out. Parce que c'est ce que je dis très souvent à mes clients, enfin, ou même en conférence, on n'est pas obligé de tomber dans le burn-out. Si, encore une fois, on fait suffisamment attention à certains signes, si notre environnement nous alerte, et on sait que c'est pas facile, parce que quand on est en situation de burn-out, on est en situation de déni. Donc, on peut dire tout un tas de choses, ça ne rentre pas. Néanmoins, je pense qu'il est nécessaire d'informer, il est nécessaire d'expliquer, il est nécessaire de parler, parce que ça aussi, de parler, c'est capital. Et de là, on s'est dit, bon, on va faire un livre qui s'appelle Burnout, le vrai du faux, parce qu'il y a tellement, aujourd'hui, je dirais, le terme burnout est un peu galvaudé, en disant, ah oui, j'ai fait un burnout, j'ai un emploi du temps surchargé, je suis en burnout. Non, c'est pas ça le burnout, c'est pas ça du tout. Donc voilà, on a voulu apporter notre pierre à l'édifice, et grâce à ce livre, eh bien, ça nous a permis de rentrer dans des administrations, dans les sociétés, parce qu'ils ont pris conscience que, effectivement, il y avait quelque chose à dire. Et quand vous vous retrouvez, enfin, moi, des fois, il y a le syndrome de l'imposteur, entre guillemets, quand on se retrouve, je me suis retrouvé dans des cliniques, dans des hôpitaux, à parler à du personnel de santé en disant, et aujourd'hui, j'ai des clients professionnels de la santé, et je dis, attention, il y a ci, il y a ça. Ah, mais c'est formidable, merci. Vous dites, waouh, c'est ça qui est à la fois extraordinaire et bon, il faut pas se laisser démonter parce qu'en finalité, le client est content de ce qu'on lui amène et surtout, c'est pratique. Donc, on se dit, bah voilà, j'ai réussi entre guillemets ma mission, même si j'ai pas de mission, mais j'ai réussi. Enfin, j'ai bien fait mon job et je suis content de l'avoir fait parce que ça a permis à quelqu'un d'aller mieux. Voilà. T'as pas de mission? Je suis pas de mission, j'ai pas reçu un ordre de mission, hein. Très sincèrement. Ils sont pas investis d'une mission de dire. Non, parce que si je dis, c'est attention à ce, je dirais attention à ce titre ou à cette, enfin c'est pas une fonction. Non, je dirais ma mission, c'est quoi? C'est d'être heureux. C'est d'être heureux, c'est d'être bien en moi, c'est d'être heureux, que ma famille soit heureux, mais pour que ma famille soit heureux, il faut que je le sois aussi. Donc, il faut que je sois bien à l'intérieur. À partir de là, je le rayonne. Ma famille en profite, mes amis en profitent, mes clients en profitent. Donc, ça, c'est déjà, je dirais que pour moi, c'est certainement ça la mission la plus importante, parce qu'il serait peut-être présomptueux de dire j'ai la mission, je vais faire ça et ça pour vous, alors que je suis mal foutu. Ce qui se passe très souvent pour plein de personnes. Donc, je veille à avoir un bon équilibre, aller le mieux possible. Et puis voilà, ça c'est ma mission, quoi. Ouais. Et ce n'est pas d'égoïsme. Hein. Pourquoi je dis ça? Non, pas du tout. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Ouais. Donc, on en parlait justement avec Thomas Samut. On disait, bon, en ce moment on prend plus vraiment l'avion, mais le premier truc qu'on te dit dans l'avion, c'est au moment du masque à oxygène, c'est mettez-le vous à vous avant de vous occuper des autres. Et en fait, c'est une belle métaphore par rapport à la vie. En fait. Absolument. Donc, voilà, mission, non. Après, je dirais mon autre mission, c'est de m'amuser, quoi. C'est le plus important. Et c'est ce que je conseille aussi à mes clients. Là, je dirais, ce que je conseille à mes clients, je l'applique à moi en premier. Oui, on est souvent notre propre laboratoire. Mais absolument. C'est pour ça qu'en tout début, je disais, j'ai pas fait d'études ou d'études supérieures, mais j'ai fait des études, je dirais, des études de la vie qui sont tellement enrichissantes. Et je remercie vraiment tous ceux que j'ai pu rencontrer, côtoyer dans ma vie, et ça continue, et je continue à apprendre. Et quand bien même ça soit pas évident, parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde, on vit une situation qui est incertaine, on sait pas où on va, et il y a plein de choses qui s'écoulent, d'autres qui naissent. Mais c'est ce qui fait la richesse de la vie. Hein. Ouais. Il y a un moment où tu as regretté de ne pas avoir fait d'études? Non. Je pourrais dire, c'est pas un regret, c'est un constat plutôt, puisque on a un fils qui passe le bac et que bien évidemment on conseille, comme tous nos parents, de dire bon, fais des études et on réfléchit à telle ou telle chose avec lui, en accord avec lui. Je dirais que maintenant, par expérience, ayant vu comment ça fonctionne, les réseaux sont importants. Il y a des réseaux de grandes écoles qui sont importants
pour la suite et pour le devenir. Maintenant, je vois que mon fils, depuis de très nombreuses années, il a des copains d'enfance avec qui ça se passe bien. Et ça, c'est un bon terreau aussi, qu'il y a, je dirais, une culture assez large, non pas française, mais assez large. Donc, c'est important. Donc, je dirais oui, faire des études pour des réseaux dans des bonnes écoles, hormis le fait que ça peut donner une instruction, mais l'instruction, on peut l'avoir de plein de manières différentes. Et puis, si on regarde aussi, il y a des grandes écoles, il y a des grands dirigeants, enfin, il y a des dirigeants qui sont sortis de ces écoles. Quand on voit les résultats qu'ils amènent au sein des sociétés, c'est pas valorisant non plus. Donc, voilà, je dirais oui, s'il y a la possibilité de faire des études et d'avoir des bonnes marques, des bons réseaux, c'est bien. Et aujourd'hui, depuis le bac, tu n'es jamais retourné du coup sur les bancs de l'école? Tu n'as jamais suivi de formation? Non, je suis retourné sur les bancs de la fac, mais en tant que prof entre guillemets, puisque pendant X temps, j'ai donné des cours à la fac sur la motivation, sur l'état d'esprit, et c'était très intéressant d'enseigner à des têtes bien faites, bien pleines. De la finance, entre autres, à leur transmettre un état d'esprit, un mode de fonctionnement. Et pour certains, ils écoutaient avec étonnement parce qu'ils disaient mais c'est pas vraiment ce qu'on nous a expliqué. Et je dis mais pour cause de ce qu'on vous a expliqué, c'est pas forcément la vraie réalité, quoi. Et vous serez confronté à ça. Donc c'est là l'intérêt justement d'aller au devant des gens en conférence, ou là c'était des cours, mais même en conférence pour expliquer un chemin de vie. Et pour dire, vous avez fait des choses, c'est bien, mais sachez qu'il y a d'autres voies qui peut-être vous auraient fait gagner du temps ou peut-être moins de souffrance ou moins de sacrifices ou d'améliorer votre qualité de vie. Parce que la transmission est indispensable. Et aujourd'hui, du coup, donc tu as toujours les maisons d'édition? Alors aujourd'hui, à l'heure où je te parle, oui. Je pense qu'il va y avoir du changement du fait de la complexité de l'édition dont je parlais tout à l'heure et surtout du fait de ce qui se passe. C'est-à-dire que depuis le Covid, depuis le début d'année, l'année dernière a été déjà très compliquée et avec le Covid, plus rien ne se passe. Il n'y a plus de salon du livre, il n'y a plus de manifestations. Enfin, vous écoutez tout ce qui est comment dirais-je, difficulté pour promouvoir les auteurs. Donc, je suis pas certain qu'on puisse continuer comme ça en 2021. Donc, il va y avoir du changement. Par contre, oui, le livre public, oui, ça c'est autre chose, c'est bien. Il est indispensable que je dirais le monde littéraire n'a encore pas fait sa révolution. Autant ça s'est passé dans la partie musicale, dans plein de parties, mais pas encore. Et puis il y a tellement de gros intérêts. On voit en ce moment Hachette, Editis, les deux gros qui sont toutes les maisons d'édition, ce sont des monopoles. Hein. Ça devient de plus en plus rare des maisons d'édition qui sont individuelles parce que c'est tellement compliqué. Donc il va y avoir des changements et moi je dirais que ça fait partie des changements dans ma vie d'entrepreneur et il va y avoir des changements en cours. J'ai différentes d'autres affaires qui vont s'écrouler de fait de cela. Il faut l'accepter. Et puis, j'en ai d'autres qui sont naissantes sur lesquelles on va pouvoir repartir et rebondir. Voilà. Des activités naissantes dont on peut parler ou c'est encore? Oui, c'est des activités naissantes. Je dirais grâce au confinement, j'ai pu développer, je développe des webinaires, je développe des interviews comme on fait en ce moment. Et tout ça, c'était des choses qui auraient pu être possibles auparavant, mais qui étaient, je dirais, à l'état embryonnaire. Et du fait du confinement, ça a poussé un peu tout le monde en avant. Et bon, allez, vas-y. Donc, des webinaires, je fais des séminaires par Zoom, je fais des interventions aujourd'hui. Tous mes clients, je m'en occupe par téléphone. Tout a changé. On m'a demandé pour mettre en place des formations spécifiques. Il y a une ouverture considérable. Et ce qui est formidable, c'est qu'on s'ouvre, je dirais, au monde. Ce qui était difficilement pensable avant et ce qui était encore plus difficile parce que les uns et les autres n'étaient pas prêts à cela. Aujourd'hui, tout le monde doit dire encore un Zoom, on en a marre. C'est presque ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une ouverture qui n'était pas possible auparavant et qu'on peut faire passer des messages qu'on ne pouvait pas faire passer auparavant. C'est quoi pour toi la réussite?
Il faudrait que je reprenne le livre que j'avais écrit il y a très longtemps. Je dirais qu'aujourd'hui, parce que à chaque moment de la vie, on peut mettre un mot réussite différent. C'est d'être bien. Je reviens avec ce que je disais tout à l'heure. C'est d'être bien avec soi-même, d'être bien avec les autres, de s'amuser, de profiter de la vie. Voilà. C'est assez basique, hein. Mais c'est pas une question de zéro sur un compte en banque, enfin de chiffre sur un compte en banque. C'est pas une question de possession. C'est, je dirais, une question de. Je reprends un terme que j'emploie très souvent dans mes programmes, c'est d'être le plus léger possible. C'est-à-dire, je reviens aussi par rapport à l'édition. Il faut savoir que quand j'ai changé de vie à 35 ans, quand j'ai arrêté, j'ai dit, je ne veux plus de bâtiment, plus de stock, plus de personnel, plus rien, plus de lourdeur. Or, dans l'édition, je suis retombé. Pourtant, j'ai résisté pendant 10 ans. J'ai résisté. Dans l'édition, on se retrouve avec du stock. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société a des dizaines de milliers d'exemplaires en stock et on ne sait pas quoi en faire. C'est dramatique parce que s'ils se vendent pas, ils sont en stock, ça ne bouge pas. Donc, c'est de la matière qui est inerte. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut être le plus léger possible, alors à l'extérieur, mais également à l'intérieur de soi. Combien avons-nous de dossiers en nous? Combien portons-nous de malles, de valises qui sont anciennes que l'on traîne? Alors, on est courageux, parce que quand on est jeune, bon, allez, c'est pas grave, je porte. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des années, moi, j'ai des clients qui me disent, mais je n'en peux plus. Oui, certes, j'ai réussi ma vie, mais à quel prix? J'ai réussi ma vie, j'ai pas de soucis de santé ou d'argent, mais à quel prix? À combien de sacrifices? J'en peux plus. Et quand vous n'avez plus forcément le ressort, c'est pas une question de burn-out, hein, c'est forcément une question de motivation. J'en ai marre, je subis ma vie. Je suis pas heureux. Combien aujourd'hui on a de jeunes, et pour certains parents c'est incompréhensible, combien on a de jeunes aujourd'hui qui très rapidement à la sortie des études disent j'ai fait des brillantes études mais c'est pas ça que je veux parce que ça n'a pas de sens. Je veux aller apprendre à faire du pain, à être cordonnier, à être plombier parce que je veux trouver du sens. L'argent non, j'ai pas besoin. Mais je veux être heureux, je veux être en adéquation avec moi-même. À sa place. À sa place. Et c'est pour ça que je donne souvent une explication quand on me dit mais c'est quoi pour toi le burn-out? Pour moi, le burn-out, c'est un excès de l'avoir au détriment de l'être. C'est-à-dire qu'on a voulu trop aller chercher à l'extérieur pour tout un tas de raisons, parce qu'on est bon, hein. Ceux qui ont un burn-out, c'est qu'à un moment donné, ils sont bons, on les a tellement sollicités qu'ils se sont laissés entraîner et pris dans cette folie. À un moment, ils tombent. Or, il est nécessaire de penser à soi, mais soi avec un grand S. Parce que de toujours courir après l'extérieur, c'est fatigant, c'est épuisant. Et on arrive dans des conditions dans lesquelles on est aujourd'hui. Et ce qui veut dire également que j'ai constaté que les personnes en état de souffrance, en état de burn-out, ils sont en conflit avec eux-mêmes. Et il est nécessaire de retrouver une paix. Si tu retrouves à l'intérieur de toi cette paix, cette tranquillité, hein, que l'on nous dit dans les églises qui sont aujourd'hui sont fermées, mais peu importe, que la paix soit avec toi. Le message, il est fort. C'est simple, c'est efficace. Ah, la paix. Si tu as la paix en toi, automatiquement, ça fait du bien. Le simple fait d'en parler, c'est ah oui, tiens, je me pose tranquille, je me détends. Donc, pour moi, la paix est importante. Alors, bien sûr qu'on va parler de la paix dans le monde, mais non, mais commence déjà chez toi. Est-ce que tu es en paix avec toi-même? C'est bon, on y croit ou on n'y croit pas, mais pendant mon burn-out, bon, il y a un moment, je me suis repris un creux de vague. J'aime bien dire qu'on a des vagues parce qu'il y a des moments, bah, tu sens que ça va mieux et puis bing, tu reprends un petit creux de vague. Et donc pendant un creux de vague, j'ai une copine qui me dit, écoute, je suis allée voir un magnétiseur. Bon, je repleurais tous les soirs, donc je me suis dit bon, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et en fait, le monsieur m'a dit, en fait, vous avez une blessure de trahison. Je m'étais mariée genre 4 mois avant, donc je le regarde, je pense pas que mon mari m'ait trompée, enfin j'espère pas, mais au fond de moi je savais que c'était pas ça. Et en fait j'ai réfléchi et tout, il m'a dit je vous laisse réfléchir et tout, et je me revois dans le métro et là je me suis dit mais en fait la trahison, alors oui j'ai sûrement été trahie précédemment par des amis, des trucs comme ça, mais en fait la plus grosse trahison c'est moi-même en fait, si je me suis auto-trahie parce qu'en fait j'étais pas à ma place et je me suis inventé une vie qui était pas la mienne en fait. Mais oui, c'est ça. Et de là, tu pourrais dire, mais pourquoi je me suis inventé cette vie?
peut-être influencé par l'extérieur, tout un tas de choses ou les clichés qu'on peut avoir dans la tête. C'est ça. Oui, clairement, un besoin de reconnaissance, un besoin de dire regardez, j'en suis capable, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Mais je dirais que dans ce cas-là, notamment pour toi, je peux supposer que le burn-out a été salvateur. Bien sûr, clairement. C'est ce que Christine Michaud appelle un cadeau mal emballé de la vie. C'est de se dire ok, clairement, aujourd'hui, on est le 17 novembre. Je vis à Marseille. Ça faisait 5 ans qu'on était retourner vivre à Paris, et ça faisait 5 ans qu'à chaque fois qu'on allait passer un week-end chez des copains à Marseille, il me fallait 1 mois pour m'en remettre tellement j'étais déprimée, mais vraiment déprimée. Et oui, clairement, sans le burn-out, on ne serait pas retourné vivre à Marseille. Et puis, oui, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, je profite de mes enfants. Enfin, j'ai une vie beaucoup plus saine, sereine et apaisée, quoi. Oui, et ce que tu dis est important, et ça serait bien que ça soit bien perçu comme ça. C'est-à-dire que d'une situation qui pourrait être un handicap, tu as su rebondir et en faire une force, un levier. Et c'est exactement la même chose en ce moment. Soit j'ai mis à disposition gratuitement ce que j'appelle le journal des bienfaits du confinement. C'est un cahier d'exercices où, en fait, on prend conscience que le confinement peut nous permettre de mieux nous connaître et de rebondir. Donc, soit on subit, soit on prend le lead, on dit bon, allez, on y va, on fonce, on ose, on y croit, on a la chance. Enfin bon, il y a tout un tas de choses, mais c'est bénéfique. Certes, ce n'est peut-être pas toujours aussi simple qu'on le dit, mais encore une fois, on y va, on rebondit et on passe à travers les gouttes. Parce que pour moi, le plus important, c'est d'arriver à surfer sur la vague. Si tu surfes sur la vague, et Dieu sait qu'on en a des vagues, tu surfes sur la vague, c'est bon. Soit sinon tu coules, si tu coules, et puis t'en as certains qui sont entre deux, ils boivent la tasse souvent, et puis ils s'épuisent, et puis un jour il n'y a plus rien. Non, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Clairement. C'est d'ailleurs j'en parle souvent, mais au début du confinement, du premier confinement, moi comme beaucoup de personnes, j'étais vraiment pas bien, je dormais toute la journée, vraiment pas du tout en forme. Et j'avais assisté à un webinaire de Maud Ankawa qui disait en fait la peur, soit c'est un état, soit c'est une émotion. Et l'émotion, elle file. L'état, c'est que vous laissez enraciner le truc. Et je me suis dit, ok, j'ai le pouvoir de me dire qu'en fait, tout ça, en effet, on le transforme en quelque chose de beau. Et donc, à l'époque, j'avais lancé un premier programme pour justement, un peu comme toi, savoir comment on fait pour profiter de cette période, pour se poser les bonnes questions, en fait. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et tout à l'heure, avant que je branche le micro, tu me disais qu'en effet, le rôle de l'entourage avait un rôle absolument majeur dans le burn-out. Oui, très. Il y a des statistiques, et puis moi, je l'ai constaté aussi auprès de mes clients. Quand on est en situation de burn-out, on est bien sûr très fragile, on est cassé, il y a plus rien. On a constaté que l'entourage, et je vais employer un terme qui est très important, la cellule familiale. Pourquoi je dis la cellule? Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la médecine et dans le corps. Une cellule, si une cellule est attaquée, eh bien, ça cause des dégâts. Si la cellule est en bonne forme, en bonne santé, rien ne va passer de négatif dans cette cellule. Et donc, quand vous êtes dans cette cellule familiale, vous êtes protégé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de candidaton, il y a rien. Vous savez que vous êtes bien, vous êtes dans un cocon, vous pouvez vous poser, ça va prendre du temps. Alors, chez certains, c'est plus ou moins long, plus ou moins rapide. Ça dépend également de l'accompagnement qu'ils ont, ça dépend également du traitement qu'ils ont avec les médecins. Il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu. Mais si vous avez une bonne cellule familiale, croyez-moi que ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Alors maintenant, vous me direz, si j'ai pas de famille, comment je fais? Essayez de vous créer un environnement amical, un premier cercle qui va également vous porter. Et à partir de là, vous allez pouvoir repartir. En même temps que je vous parle, je fais le geste de vous êtes porté, mais le terme, le mot cellule est capital. Donc veillez et c'est pour ça qu'encore une fois, on en revient à cela, faites en sorte d'avoir, vous, même si vous n'êtes pas souffrant du burn-out, faites en sorte d'avoir une structure familiale importante parce que c'est la base. Si vous avez une bonne base familiale, c'est absence de problème dans la famille, absence de problème de santé, absence de problème économique.
Déjà, on dit, waouh, j'ai déjà réussi ma vie, hein. Tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Rien que ça. C'est important. Il y a beaucoup d'études en psychologie positive qui parlent de l'importance, en effet, d'avoir des relations saines et pour pouvoir être heureux. Bien sûr, c'est capital. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est disponible à tout le monde, hein. Il n'y a pas plus que d'autres. Alors certains disent, oui, mais tu comprends, moi je viens d'une condition, je viens de ci, j'ai pas ça. Non, ça, c'est mon avis. Non, vous êtes en train de vous fourvoyer avec ça. Il n'y a pas une question d'argent. Non, on le voit bien. Il y a des personnes qui vivent, je vais pas dire sans argent, mais petitement, mais qui sont heureux parce qu'ils ont l'amour, parce qu'il y a. Et je peux vous en parler. J'ai des clients qui sont mais vraiment à l'abri du besoin. Vous pouvez même pas vous imaginer, et qui sont malheureux. Bien sûr. Donc heureusement, l'argent ne fait pas tout. Là, même si on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est une réalité. Il contribue. Il va vous améliorer la qualité de vie. Mais non, retirez-vous l'idée que demain vous êtes milliardaire ou millionnaire. On a déjà vu des reportages de ceux qui avaient gagné le loto. C'est pas pour autant qu'ils sont plus heureux. Clairement. Et attention, ça peut être même une charge. Ouais. C'est des nouveaux problèmes. Absolument. Oui, parce que ceux qui sont, on va dire, en haut, quand souvent on dit oui, mais les milliardaires, les millionnaires, mais ils ont les mêmes problèmes de ceux d'en bas, sauf qu'ils sont à un niveau autre, mais ils ont les mêmes problèmes. C'est un être humain. Donc, oui, puis après, ils ont d'autres problématiques de se dire, ok, est-ce que telle personne est mon ami pour les bonnes raisons? Ça crée. Absolument. Je vais pas dire que c'est encore plus compliqué. C'est très compliqué. Ou quand vous êtes une personne connue, puisque j'ai publié des auteurs connus médiatiquement, mais vous sortez avec eux dans la rue, mais les gens leur sautent dessus et c'est très pénalisant, c'est très perturbant parce qu'en plus de ça, le succès est éphémère. Hein. C'est rare qu'un succès dure toute une vie. On n'est pas toujours en haut de l'échelle. Donc c'est compliqué, mais tout ça est très intéressant et formateur. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que le petit François de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui? Qu'il a bien grandi. C'est bien, non, c'est. Heureusement. Oui, heureusement. Non, c'est bien. C'est un bon exercice. C'est bien. Moi, je dirais belle expérience de vie, intéressant. Certainement, comme souvent on lit dans les cahiers d'école, peut mieux faire. Ça c'est ça c'est sûr et certain. Pourquoi peut mieux faire? Pardon? Sur quel sujet peut mieux faire? On peut toujours mieux faire. Et c'est pas une question de vouloir faire plus. On peut mieux faire. Je dirais comment faire mieux avec ce que l'on est, et ce que l'on a. Donc c'est une question d'état d'esprit, encore une fois. Et ça c'est intéressant. Ça passe par la réflexion, mais c'est très intéressant. Mais est-ce que c'est pas justement potentiellement la course à toujours plus et... Non, parce que j'ai pas dit plus. J'ai dit comment faire mieux. Ouais. J'ai pas dit comment faire plus. C'est comment faire mieux avec ce que l'on est et ce que l'on a. J'aime beaucoup cette phrase parce que si on passe par la réflexion, on peut se simplifier la vie, on peut avoir une meilleure qualité de vie, mais surtout il y a une chose qui est fondamentale, c'est simplifiez-vous la vie. Ça fait partie de mes programmes également. Simplifiez-vous, mais pour simplifier, il faut être léger. Pour être léger, il faut accepter de lâcher. Regardez, l'exemple que je donne très souvent. Tu as un ordinateur, tu l'achètes, il est merveilleux, il est rapide, puissant, etc. Tu t'en sers 1 an, 2 ans, puis un bout de temps, tu dis, oh là là, mais cet ordinateur, mais ça rame, ça va pas du tout, ça va plus. Qu'est-ce qu'on fait? On va en commander un autre plus puissant et on recommence. Ou alors, je dis stop. On va mettre un logiciel. Le logiciel, il va te permettre de nettoyer l'ordinateur, il va traiter les antivirus qui pullulent dans la machine, etc., etc. Puis d'un seul coup, on va dire, tiens, oui, mais il y a tel dossier, oh là là, mais ça fait tellement longtemps, mais ça sert à rien. Allez, on dégage. Vous allez alléger la machine. En allégeant la machine, vous allez retrouver une vitesse, une rapidité. Il ne va plus ramer. L'être humain, il est pareil. L'être humain a le chic, tout être humain a le chic de conserver à l'intérieur de lui un ensemble de dossiers qui ne servent plus à rien. Et en plus de ça, vous avez le poids, je dis bien le poids, on le dit, le poids des années,
le poids de l'expérience, agréable ou désagréable. Vous avez la moralité, vous avez l'éducation, vous avez, tout ça fait que on porte vaillamment cela. À un moment, on dit, j'en ai plein le dos. Mais pourquoi t'en as pas le dos? Parce que c'est lourd. Oui, mais j'ai mal au dos, justement, ça tombe bien, etc., etc. Mais vous voyez, tout ça se tient. Donc, en pratiquant la légèreté et en simplifiez votre vie. Au plus vous allez simplifier votre vie, au plus vous allez vous apercevoir, mais oui, je m'embête pour tout un tas de choses. Et ça, je vous donne en même temps des clés, et ça fait partie de clés que j'ai mis dans mes programmes, parce que c'est extraordinaire, parce que c'est simple. Et comme je dis à mes clients, tout ce que j'explique est très simple, et c'est pour ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça également qu'au temps où j'étais dans la finance, je trouvais ça très compliqué. Et c'était tellement compliqué, c'était pas transparent. Mais c'était pas transparent volontairement. Hein, on sait que tout ce qui est contrat d'assurance, de finance, etc., il faut prendre une loupe pour lire tellement que c'est petit, mais parce que ça cache des choses. On dit, mais non, tout est transparent. Oui, mais il faut arriver à comprendre les termes. Non, aller vers la transparence, aller vers la simplicité. C'est indispensable. Qui dit choix dit renoncement. Du coup, c'est quoi, toi, tes renoncements? Les renoncements. Les renoncements. Qu'est-ce que tu veux dire par renoncement? Alors, à cette question, j'ai eu le temps, la sécurité de l'emploi, j'ai eu le fait de voir les amis. Non, alors sécurité, ça, je connais pas vraiment. Tu sais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tout début, quand tu disais un livre. Dans la petite voix que je te montre, mais que personne ne voit, il est dit que ne mets pas ta sécurité dans un organisme bancaire, dans la pierre ou quoi que ce soit. C'est on rejoint la confiance et on rejoint la foi. Mets-le dans ta, là, en l'occurrence, pendant il parle de la divine providence. Mets-le dans la vie avec un grand V, mets ta confiance là-dedans. Après de renoncer, tu sais, on s'adapte. Je faisais la réflexion avant-hier en disant, puisque à Paris, on est en confinement et que, bien évidemment, on n'a plus de bars, plus de restaurants, tout change. Eh bien, je me disais, c'est quand même assez étonnant. L'être humain est fabuleux parce qu'on arrive toujours à trouver des moyens pour... il n'y a plus de café. Et ben, pourtant, moi qui aime le café, j'arrive à trouver des moments, des endroits pour prendre le café. Certes, je ne peux pas rentrer, m'asseoir, mais on arrive à trouver et chacun arrive avec l'imagination à s'adapter et à créer de nouvelles choses. C'est ça qui est intéressant. S'il n'y avait pas eu cette expérience désagréable pour la plupart et catastrophique pour les commerçants, on n'imaginerait pas tout ça. Ouais. Et de ce fait, on renonçait, oui, mais je renonce peut-être à ça. Oui, effectivement, je peux pas avoir ma famille comme je veux, mais bon, j'ai d'autres choses. Et puis on a Zoom, et puis, tu vois, on arrive toujours à s'adapter. Mais soit je vais ronchonner en disant oui, mais c'est pas normal, je peux plus aller au cinéma, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça. Oui, mais je peux faire d'autres choses. Et qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous permet quand même une certaine liberté. Et quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, on ne peut pas se plaindre. Hein. On a quand même, en France, on a un système de santé sociale qui est extraordinaire. Certains pays n'ont pas tout ça. Alors, dans certains pays anglo-saxons, ils n'ont pas le chômage partiel. Hein. Aujourd'hui, l'économie, elle tient, et tant mieux pour l'instant, elle tient grâce à ça. Donc, ne voyons pas ce qui nous manque, mais voyons ce qu'on a reçu. Ouais. C'est quoi les plus grandes difficultés que tu as eu à traverser pendant tous ces changements de vie et comment tu les as gérées? Les difficultés, c'est... J'en ai tellement eu des difficultés. Qu'est-ce que ça peut être? Des fois, la difficulté face à... Enfin, ça peut être de perdre la face, ça peut être vis-à-vis de perdre justement ce que tu avais mis en place quand tu travailles. Et je comprends les commerçants aujourd'hui qui disent, ou les restaurateurs, mais j'ai travaillé 10 ans de ma vie pour construire ça, et aujourd'hui ça vaut plus rien. Ça, c'est compliqué. Quand tu construis par exemple dans l'édition et que tu fais des choses et que tu dis, mais on a du stock, on ne sait plus quoi en faire, personne n'en veut. Et pourtant, j'y ai cru, j'ai investi du temps, de l'argent, j'ai investi énormément de choses. Et oui, mais il faut te faire une évidence, ça ne vaut plus rien. Personne n'en veut. Ah mince, et il n'y a pas de vente. Ah mince, comment il faut? Donc, il faut accepter de lâcher, accepter, bon, ok, ça fait partie d'une expérience de vie. J'ai appris, ok, je passe à autre chose. De toute façon, si on regarde bien, rien ne nous appartient vraiment. Hein. Tu peux,
quand je vois des fois des personnes qui se sont endettées, et Dieu sait qu'il y en a eu pour notamment investir à Paris, et qu'aujourd'hui les prix sont en train de fluctuer, il faut rembourser, qu'il y a ci, qu'il y a ça, il y en a qui se rendent malades pour ça. Donc non, c'est accepter de lâcher. Je ne sais plus qui avait dit d'ailleurs, il faudrait que je retrouve, qui disait que la plus belle des richesses, c'est de ne rien posséder. Et quelque part, ça te permet d'être léger, d'être libre. Quand Gérard Depardieu dit dans un de ses livres, il dit, mais moi, quand je voyage, je prends pas de bagages. Et alors, on dit, mais c'est vraiment un fou furieux. Mais quelque part, je le comprends. Il dit, mais j'arrive quelque part, n'importe où, j'achète un pantalon, une chemise, j'ai pas besoin de m'encombrer de bagages. Alors que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? Ben non, on va prendre une tenue ci, de ça. Enfin bon, on est tous pareils. Donc, c'est d'accepter à vivre avec un autre état d'esprit, avec une certaine forme de légèreté, mais légèreté dans le bon sens du terme. Ça ne veut pas dire d'être léger, d'être un simplet. C'est simplement d'accepter de vivre différemment, parce que de toute façon, on est amené à vivre différemment. On voit bien, la société est en train de basculer, ça fait déjà pas mal de temps, mais là, tout change. Et si on ne change pas, c'est catastrophique. Ouais, la question, c'est si je ne change pas, qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu vas, j'ai pas la réponse, mais faites l'expérience, regardez. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez fait, enfin, je dis vous, ceux qui nous écoutent, on a tous fait, moi le premier, on a fait pendant des années un même cheminement. Et on regarde au bout d'un an, si on regarde au bout d'un an, 2 ans, X ans, et qu'est-ce que ça a donné? Ah, c'est pas bon. Sinon, on est dans une société, on fait un bilan. Bien, c'est pas bon, il faut qu'on change. Ok, on change. Mais soit, est-ce qu'on a la capacité de changer? Est-ce qu'on a l'honnêteté de changer? Ça ne marche pas, je prends un autre chemin. Eh bien, c'est là où on s'aperçoit que c'est pas facile. Pas facile parce que on est tenu par le poids des habitudes. Et les habitudes vous tiennent. J'ai bien dit le poids. Donc, vous comprenez pourquoi je suis intransigeant sur le côté légèreté. Parce que c'est le poids des habitudes, le poids du qu'en dira-t-on, le poids de... Enfin, et ce sont ça nous fout en l'air. Ouais. Ça nous fout en l'air. C'est quoi les plus grandes peurs que tu aies eues à tes changements de vie? C'est la peur à la fois, c'est la peur de l'inconnu et l'enthousiasme de l'inconnu. Mais c'est toujours intéressant de se dire, bon allez, on part dans quelque chose et il y a une certaine inconscience. Parce qu'on ne peut pas tout maîtriser de toute façon. Donc, ça fait référence à la confiance en soi, d'où l'importance de bien se connaître, et puis d'où l'importance également pour ceux qui sont croyants de dire il y a une bonne étoile qui veille sur moi, ou il y a mon ange gardien, ou peu importe le terme qu'on va mettre dessus. Mais c'est ça. Mais des peurs, elles sont légitimes, mais attention de ne pas leur donner d'importance, parce que si vous donnez de l'importance à votre peur, vous allez la nourrir, et ensuite c'est elle qui vous tient. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? De ma famille. De ma famille, et souvent je dis avec mon épouse, notre plus belle réussite, c'est notre enfant. Donc non, c'est ça qui est bien. Enfin, moi, je suis très content de ça. Si demain tu croises quelqu'un qui te dit, qui ne connaît pas du tout ton histoire et qui te dit, qui voit que tout marche sur le papier pour toi, et te dit mais tout ça c'est lié uniquement à la chance, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Je dirais qu'il ne voit pas tout ce qui s'est passé auparavant, il ne voit pas l'arrière-cuisine, ça c'est sûr et certain. Que la chance, oui, mais la chance, j'ai animé des conférences sur la chance. Ce qui est très amusant, c'est que quand je faisais des sondages dans une salle de conférence, la moitié des personnes levaient la main en disant oui, j'ai de la chance, je crois à la chance. Et puis l'autre partie, non, je ne crois pas à la chance. Bon, très bien. Et puis je posais une deuxième question, quels sont ceux qui y jouent, par exemple, au loto ou ci ou ça? Là, la grande majorité, on lève la main. Il y a une incohérence quelque part. Donc, moi, ce que je dirais, oui, laissez la porte ouverte à la chance. Parce que vous avez le droit de dire non, je ne crois pas à la chance. Très bien. Mais c'est dommage, vous fermez des opportunités. La chance, c'est une ouverture. Mais on ne peut pas vous apporter de nouvelles opportunités, on ne peut pas vous apporter de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, si vous êtes confiné, enfermé chez vous à double tour. Parce que la chance, elle va frapper. Je suis là, j'arrive, non, c'est moi qui ai frappé. La chance, je sais, mais en parallèle, il y a quelqu'un qui arrive.
tu ne peux pas laisser la chance rentrer dans ta vie si tu lui permets pas d'entrer. Donc, permettez à la chance de rentrer dans votre vie. Et à ce moment-là, il y a des choses qui vont se passer qui seront très intéressantes. C'est amusant parce que la semaine dernière, j'ai diffusé un épisode spécial pour le vendredi 13 parce que je me suis dit, allez, ça faisait longtemps que je voulais compiler en fait certaines questions parce que la question de la chance, je la pose à chaque interview. Et du coup, je me suis dit, allez, bon, c'est le vendredi 13, le prochain, il est en août 2021, donc je me bouge et je me lance, je sors de mon train-train des formats habituels. Et c'est exactement, enfin, ce que tu dis, c'est exactement ce que les 16 invités où j'ai fait le montage disent, c'est qu'en effet, la chance, tu la provoques, en fait. Oui, à la fois, tu la laisses venir, tu lui donnes la possibilité de rentrer. Après, on dit la chance sous les audacieux. Donc, ouais. ça nécessite aussi, quelque part, d'oser. Tu sais, des personnalités qui ont réussi, que j'ai eu la chance de rencontrer, toutes m'ont dit, c'est simple. Et j'ai repris cette formule après sous une déclinaison, je te dirais. Toutes m'ont dit, mais à certains moments, on a travaillé dur, mais à certains moments, on a eu de la chance et on a saisi. Et c'est parce qu'on a saisi notre chance qu'on y est arrivé. Et c'est de là la formule que j'emploie souvent en conférence, qui est la formule TTC. Tu connais le TTC? Tu sais ce que ça veut dire? Non, je connais pas le TTC. TTC, toute taxe comprise. Tu connais ça? Ah oui, ça, oui, d'accord, oui. Alors moi, l'autre formule, elle est la suivante. C'est travail, ténacité et chance. Parce que encore une fois, il faut bosser. Après, ça dépend avec quel état d'esprit tu vas bosser. Ténacité, parce qu'il est nécessaire à certains moments de ne pas lâcher ou de lâcher, mais de revenir avec un autre état d'esprit. Et la chance, parce que si tu ne saisis pas ta chance, bon, la bonne nouvelle, heureusement, c'est qu'on a plusieurs arrivées de chance. On est livré régulièrement par la chance. Mais encore faut-il l'avoir, cette chance. Parce que si tu es trop densifié, si tu es trop lourd, si tu es trop chargé, tu la vois pas passer. Clairement. Donc, il faut être léger, éveillé, vigilant. Enfin, on met les termes que l'on veut dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup, tu voudrais donner aujourd'hui? Oui, des conseils, il y en a plein. C'est à la fois ne pas se prendre au sérieux, ne pas s'identifier, parce que ça peut être, ça peut arriver n'importe qui, à n'importe quel moment. Et à partir du moment où on commence à sortir un peu la tête hors de l'eau, donc ne pas s'identifier, ne pas se prendre au sérieux, de s'amuser, parce qu'en s'amusant, ça évite effectivement de tout ça. Et puis d'essayer d'appliquer une phrase qui a traversé la nuit des temps: ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc, mais c'est pas toujours évident, notamment dans les affaires. Mais c'est de garder un bon état d'esprit, d'être transparent, de dire les choses telles qu'elles sont. Parce que il faut pas se leurrer, hein. C'est même si ça peut sembler tout beau, tout rose. Encore une fois, je dirais, chacun a traversé un certain nombre d'expériences. Et quand bien même, si on regarde des personnes qui ont réussi, même dans le domaine de la chanson, de la littérature, dans ce qu'on dit, wow, mais il vend des millions de disques, il est connu, quelle chance il sort. Ou un acteur, c'est pas, il voit pas les années de travail, de galère pour certains. Donc, et un sportif de haut niveau, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est tous les jours, il bosse. Et Dieu sait que c'est difficile. Et notamment dans certains sports de haut niveau où il n'y a pas d'argent à gagner. Et bien pourtant, ils y vont et ils arrivent à être champions du monde, champions d'Europe, mais à quel prix? Et sachant qu'ils passent une partie de leur jeunesse à cela, et que bien souvent, au terme de leur retraite, ils sont cassés physiquement, ils ont pas de quoi, je dirais, sur le plan financier. Non, il faut prendre tout ça en considération. Ouais. On en parlait notamment avec Laura Di Muzio, qui est championne de France de rugby, et qui parlait clairement du sport féminin qui est encore, enfin, c'est hallucinant. Enfin, elle est championne de France, mais elle gagnait pas d'argent, quoi. Et elle était obligée d'avoir un job en parallèle, mais s'entraîner tout. En plus, elle s'entraînait dans le Nord, donc les soirées d'hiver, c'était sympa. Oui. On s'imagine pas tout ça. Ouais. Non, c'est des années de sacrifice. Hein. C'est quoi tes prochains défis? Prochain défi, je sais pas, j'ai pas réfléchi à mes prochains défis, à réaliser la mise en place de ce que je te disais tout à l'heure par rapport
à tout ce qui est formation, webinaire, et je dirais à interpeller des personnes, je dirais peut-être qui ont un rayonnement pour pouvoir les aider et pouvoir permettre à d'autres de bénéficier de conseils. Tu vois, comme en ce moment, je suis en relation, en contact avec des présidents de commerçants, des présidents de ci, de ça, parce qu'ils me disent qu'effectivement, c'est une souffrance à la fois pour eux, une souffrance de voir que tous leurs membres, c'est difficile. Donc, c'est d'amener mes conseils, mes compétences pour tiens, on s'aime en fait. On s'aime. Donc, dans les deux sens du terme. Et en s'aimant des graines, ça permet à tout un chacun d'être nourri et puis de faire bouger les consciences. Parce que le mot conscience est important. J'ai mon co-auteur, le docteur Ali Ajdi, qui est très souvent sur les plateaux en ce moment de télé, puisqu'il a été un des initiateurs du détecteur là, pour le Covid. Et il a participé à tout ça. Et il dit depuis très longtemps, mais il est nécessaire que les gens prennent conscience. C'est-à-dire que arrêtons d'interdire, arrêtons de punir, arrêtons de faire des interdictions. Il serait plus judicieux de faire prendre conscience aux gens de l'importance du message. Parce que sans conscience, on va pas loin. Sans conscience, on est dans l'inconscience. Et aujourd'hui, la majorité des uns et des autres vivent en inconscience. Et la société, les médias font en sorte de nous faire vivre en inconscience. Ça fait partie du jeu. Donc, à chacun de nous dire, ouf, non, arrêtons de croire tout ce qu'on nous dit, ayons la vigilance, ayons le bon sens, et surtout cette fameuse conscience. On peut pas vivre toute la journée en conscience, mais on connaît l'expression prise de conscience. Donc, si déjà chacun de nous essaye de réfléchir et de réagir différemment, et ben ça va permettre à cette conscience de grandir et d'être encore plus active. Il faut que tu en parles avec Augustin Paluel-Marmont, donc le cofondateur de Michel et Augustin, qui aujourd'hui est en jachère, comme il aime à le dire. Et Augustin, il me racontait qu'en fait, dans ces nouveaux défis, dans la nouvelle page de sa vie qu'il est en train d'écrire ou en train de commencer à dessiner, il se dit que justement, en effet, il n'y a pas de petits gestes si on est 7 milliards à les faire et qu'il faut attendre pour pouvoir arrêter d'attendre qu'il y ait des lois pour faire les choses. Il disait notamment le fait de rouler à 120 km/h. Pourquoi pas avoir un macaron tous en mode je roule à 120 km/h parce que on n'a pas besoin d'attendre qu'on nous force à rouler à 120 km/h si on est convaincu de cette chose en fait. Bien sûr. Ah oui, non, on n'est pas. Mais encore une fois, c'est une prise de conscience à avoir individuellement. C'est comme avec, si on prend un exemple très concret avec les enfants, les ados, soit on va laisser les ados, avant le confinement, soit on va laisser les ados sortir et faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, etc. Soit on va essayer de leur expliquer afin qu'ils prennent conscience, écoute, sors-moi en ce moment parce que tu vas permettre d'aider à chacun, etc. Mais c'est pas toujours bien. Donc c'est vraiment une action au quotidien, à la fois des parents, des enfants, de tous, quoi, pour permettre de vivre dans un monde meilleur, entre guillemets. Ouais. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Si j'ai envie de dire merci? Ah ben oui, je dis merci à la vie. Je prône le remerciement qui est à la fois un exercice très important et qui est je dirais une hygiène de vie. Donc merci la vie avec un grand V et un grand M. Merci Charlotte d'avoir permis ce moment d'échange qui est important et j'espère qu'il pourra peut-être servir à d'autres. Et puis merci, et comme on dit bien souvent également, et comme il est encore dit dans ce livre La Petite Voix, c'est de rendre grâce pour tout ce qui nous arrive, que ce soit des bonnes ou des moins bonnes choses, parce que c'est important. Et de rendre grâce, comme le merci, c'est une énergie bienfaisante. Et lorsque on le dit, d'ailleurs, on a bien éduqué nos enfants à dire merci, c'est qu'il y a une raison. Et quand vous recevez un merci, ça vous fait plaisir. Si ça vous fait plaisir, c'est qu'il y a une raison. C'est que ça provoque des choses à l'intérieur de vous et que ça provoque aussi des choses en la personne qui l'a prononcé. Donc ça va très très loin. C'est très intéressant. Et ça permet aussi je dirais peut-être
de vous diriger, parce que quand tu parles de petite voix dans ton émission, moi j'ai une conférence qui parle sur la petite voix. C'est pour ça que j'ai présenté ce livre. C'est très important parce que la petite voix, tu peux avoir ta petite voix intérieure et puis ça peut t'amener également sur d'autres voies. C'est ce qui est intéressant parce qu'on n'est peut-être pas forcément sur la bonne voie. Clairement. Et que si jamais on n'est pas sur la bonne voie, c'est pas dramatique. On peut changer de voie. À tout moment, on peut changer de voie. Et comme je le dis bien souvent, à tout moment, tu changes de pensée, tu changes ta vie. Ouais. C'est possible. Tout à fait. Est-ce que tu penses que le fait de ne pas être sur la bonne voie te mène au burn-out? Ça peut te mener, peut-être pas forcément au burn-out, mais ça peut te mener au burn-out ou ça peut te mener également à ne pas être heureux. Ça peut t'amener à gâcher ta vie. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui pourraient certainement, qui nous écoutent, dire « Ah mais oui, c'est vrai ». Parce qu'il n'y a pas que le burn-out, il y en a qui se disent « Mais qu'est-ce que je fais dans cette vie? Je suis pas heureux. » Ok, t'es pas heureux, alors change. Ah oui, mais je peux pas. Bon. Ou alors, c'est comme ceux qui disent « Oui, mais alors moi, si j'étais, je ferais ci ou je ferais ça. » Ok, mais fais-le. Oui, mais tu comprends, si j'étais à l'autre bout du monde, là-bas, sur mon île ou je sais pas où, ça serait différent. Mais non, c'est pas différent. Parce que c'est toi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, c'est important de savoir qu'on peut changer à tout moment. Encore faut-il avoir l'oser, avoir le courage, avoir la confiance, avoir la motivation. Mais souvent, on va changer, soit parce qu'on se prend en burn-out, soit parce qu'on est tellement bas qu'on se dit c'est pas possible. Alors on remet un coup de pied au fond de la piscine et on remonte, on rejaillit. C'est important. Ou soit on se fait accompagner parce que seul c'est pas facile. Et je le comprends. Merci beaucoup François. Merci Charlotte. Et puis j'espère à très vite dans la vraie vie quand on aura le droit de se voir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Envie d'en savoir plus sur François et notamment son livre? Rendez-vous sur le blog et sur Instagram pourquoipasmoi.co. Nous vous réservons d'ailleurs une petite surprise. En attendant, nous nous retrouvons jeudi prochain pour l'histoire de Nathalie Edlinger. Ça sera notre 3e rendez-vous dans En Chemin. J'ai hâte de vous le faire écouter. À jeudi prochain.